Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca en collaboration avec Antirouille Métropolitain. Cette semaine à l'émission, on visite pour vous le Salon du véhicule électrique de Montréal. On hésite entre une BMW M240i X-Drive et une Lexus IS350 à rouage intégral, mais tout d'abord, l'essai de la très convoitée camionnette Ford Maverick hybride. Alors Antoine, aujourd'hui, le nom Maverick qui fait un retour chez Ford. On se souviendra qu'au début, c'était une toute petite voiture compacte. Aujourd'hui, signe des temps, c'est une camionnette compacte. C'est aussi le véhicule le moins cher qui est vendu chez Ford actuellement. Ouais. Des bases techniques partagées avec l'Escape. Et on l'a ici dans sa version qui est peut-être la plus intéressante. Oui, parce que c'est la version de base XL, mais dotée de la motorisation hybride, celle qui, pour nous, est la plus intéressante et qui a peut-être fait en sorte qu'on l'a nommé véhicule de l'année au guide de l'auto. Alors Antoine, pour ce qui est de l'intérieur de l'habitacle, c'est vraiment très de base comme look, hein? On a l'impression d'être dans un jeu de Lego. Oui, c'est une finition plastique, mais c'est solide. Ouais. Ça fait la job. Puis l'objectif, c'est pas d'avoir un véhicule luxueux. L'objectif, c'est pas d'en mettre plein la vue, c'est que ce soit efficace. Et à ce niveau-là, pas le choix d'admettre que c'est très bien. L'aménagement, l'ergonomie, moi, j'adore. La position de conduite, c'est très correct. Visibilité est bonne. Je veux dire, ça fait tout très bien, mais c'est pas un véhicule de luxe, c'est évident. Puis c'est un peu ce que j'aime aussi du concept de ce véhicule-là, parce que quand tu tombes dans une version l'Aria avec ensemble FX4 puis tout ça, puis que tu grimpes la facture, puis que là, tu vois des surpiqûres, puis du cuir, puis bon, quelques accessoires supplémentaires, tu fais OK, mais rendu à ce prix-là, t'achèterais peut-être d'autres choses. Effectivement, même dans les versions haut de gamme, tu parlais du Lariat et tout, c'est la même planche de bord. Oui. Et c'est ça qui est un petit peu décevant, c'est parce que, bon, t'as un véhicule qui est de prix supérieur, effectivement, mais pour ce qui est du look à l'intérieur, c'est la même chose que le modèle de base. Mais comme tu dis, ça fait la job. C'est ça qui est intéressant, c'est que t'as un véhicule outil efficace et vraiment pas cher. Exact. Esthétiquement, ce véhicule-là en met pas plein la vue. C'est pas laid, c'est pas joli non plus. Tu sais, à ce niveau-là, son seul concurrent, qui est le Hyundai Santa Cruz, est pas mal plus osé en termes de design. Je suis pas sûr que j'aime mieux ça non plus, mais c'est quand même... y a plus de recherche dans le design du véhicule qu'ici, où c'est vraiment une boîte carrée. C'est un véhicule outil, carrément. Ce qui est vraiment remarquable aussi, c'est qu'il est un peu au bout du jour dans la mesure où il y a une motorisation hybride, ce qu'on conduit en ce moment, puis la consommation est vraiment stupéfiante. Surtout quand tu prends en compte le fait qu'au départ, un pick-up, c'est pas ce qu'il y a de plus aérodynamique. Tu as une surface frontale assez grande, tu as aussi le refoulement de l'air dans la benne, et pourtant, toi, tu as été en mesure de faire 6,3 litres au 100. Ce qui est exactement la cote de consommation moyenne annoncée par Ford. Alors, 6,3 litres au 100 pour ce véhicule-là, je trouve ça exceptionnel, non seulement parce que c'est économique, mais aussi parce que c'est le seul. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et le timing ne pouvait pas être meilleur non plus. Là. Tu débarques sur le marché avec une camionnette qui fait 6 litres, 6 litres 5 au 100 au moment où le prix de l'essence explose et on s'arrache des véhicules hybrides et électriques sur le marché. Alors, le timing est exceptionnel. Et honnêtement, ce moteur-là fait un bon boulot. On sait aussi que c'est une technologie qui est fiable. Ça, on est content de ça parce qu'on l'exploite depuis déjà quelques années dans le Ford Escape. Et ma seule déception, c'est qu'on ne puisse pas jumeler ça avec le rouage intégral. Exact. La combinaison parfaite, ça aurait été effectivement d'avoir le moteur hybride et le rouage intégral, particulièrement compte tenu. Ce qui aurait coûté peut-être quelques dixièmes de litres de plus aux 100 km, là, mais pour bénéficier du rouage intégral, comme on l'a d'ailleurs sur l'Escape, ça aurait été intéressant. Donc, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, parce que sur le plan technique, c'est faisable. On sait qu'on partage la même plateforme que le Ford Escape, ici, la même motorisation. C'est juste que Ford a fait le choix d'arriver avec un concept un peu différent pour avoir un véhicule à prix plancher. Pour ce qui est du comportement routier, bien évidemment, c'est une camionnette, mais c'est assez confortable, je dois dire. Évidemment, c'est pas un véhicule qu'on va acheter pour sa dynamique. Ça se conduit comme un petit VUS, voilà, carrément. C'est un véhicule urbain, ça se conduit comme un petit VUS. Sur autoroute, c'est très stable, ça vacille pas. C'est certainement plus confortable que certaines camionnettes pourtant plus grosses. Je pense à un Toyota Tacoma, entre autres. Ouais, alors, là-dessus, rien à dire, mais c'est pas excitant, là. Non. Transmission CVT aussi. Ouais. Comme je dis toujours, une transmission CVT, c'est parfait
fait pour les motoneiges et les scooters, pas vraiment pour les voitures. Mais dans ce cas-ci, ça fait la job. Oui. Parce que, justement, c'est pas un véhicule qui a une vocation sportive ou dynamique du tout. Là. Non, et si on veut avoir un certain niveau de performance, il y a toujours l'option du moteur 2 litres qui a quand même assez de verve, 250 chevaux. Là, c'est jumelé à un rouage intégral, mais évidemment, la consommation est 35 plus élevée que ce qu'on a ici, là. Alors, évidemment, on parle d'une camionnette de taille compacte. Donc, le gabarit est conséquent. Oui. La benne, ça donne quoi pour le chargement? Bien, c'est 4 pieds, hein? C'est 48 pouces la caisse. Donc, c'est pas la plus grande caisse, mais il y a quand même des ancrages, il y a quand même des fiches pour brancher les accessoires. Donc, ça, c'est bien. Pour ce qui est du remorquage, maintenant, il y a une grosse différence entre le hybride et le moteur 2 litres pour ce qui est de la capacité de remorquage. Oui, 2000 livres dans le cas de l'hybride, c'est correct. Ouais. Et sinon, avec la version à moteur 2 litres, c'est le double, c'est 4000 livres. Donc, ça se défend quand même très bien. Et Gabriel, on a des modes de conduite comme un mode sport. Ouf! T'en as eu pour ton argent? Alors Antoine, au final, je pense qu'on est séduit par le concept. Ouais. On est séduit aussi par le fait que c'est un véhicule qui est accessible, qui est polyvalent. Puis la motorisation hybride prend tout son sens à notre époque où le prix du carburant grimpe en flèche. Oui, puis c'est le fun de voir des véhicules à prix raisonnable arriver sur notre marché. Le Maverick, c'est une bonne idée. Ça fait heureusement oublier l'ancienne Maverick qui est un cauchemar de fiabilité. Et ça, on sait que ça va être solide parce que ce sont des bases solides du Ford Escape qu'on connaît. Ça aussi, c'est rassurant. Et évidemment, comme tu le dis, la motorisation hybride, c'est pertinent aujourd'hui plus que jamais. Par contre, déception, c'est qu'on ne puisse pas obtenir de rouage intégral avec la motorisation hybride, ce qui aurait été le meilleur des mondes en ce qui me concerne. Mais l'autre point faible aussi, je pense que c'est la disponibilité de ce modèle qui pose problème parce que, en quelque sorte, les concessionnaires n'en ont pas vraiment au Canada. Donc, c'est presque un modèle qui existe sur papier seulement ou techniquement au Canada, du moins. Exactement. Et pourquoi on a été séduit par le Maverick? Pourquoi on l'a nommé véhicule de l'année au Guide de l'auto et au North American Car of the Year? C'est parce qu'il y a une version hybride qui amène quelque chose de nouveau, de rafraîchissant dans le segment. Et c'est cette version-là qu'on ne peut pas obtenir chez les concessionnaires. Tu te présentes là-bas et si tu en veux un, bien, on va t'offrir une version Laria à 40 quelques mille dollars. Et là, ça devient drôlement moins intéressant. Alors, note finale pour toi? Bien, écoute, pour le concept, pour l'exécution, je te dirais 9, mais je pense qu'il va falloir réduire en vertu du fait qu'il n'y en a pas vraiment sur le marché. Bien, en fait, tu as raison. Moi, je donne 9 parce que c'est un produit qui me séduit complètement, parce qu'il y a une version hybride, parce que c'est super pertinent et parce que ça fait tout très bien, ce produit-là. Mais il n'y en a pas, ce qui fait que je donne 6 à Ford parce qu'on n'a fait aucun effort pour en vendre et parce qu'on veut niveler vers le haut. On sort un véhicule, on fait la promotion et on ne le rend pas disponible. C'est un sérieux problème. Si tu fais la moyenne, tu fais 7,5. Voilà. Es-tu d'accord là-dessus? OK, on s'entend là-dessus. Conduire l'auto d'un ami. Au Québec, si on détient une assurance auto, on peut prêter sa voiture à quiconque ayant un permis de conduire valide. S'il y a accident, il sera inscrit au dossier du conducteur. Si le conducteur est responsable, le propriétaire du véhicule sera indemnisé s'il détient une protection collision. L'un des grands avantages d'Autogo est de pouvoir naviguer parmi l'inventaire de tous les concessionnaires membres de la CCAQ. Vous y retrouverez un vaste inventaire de véhicules certifiés, un gage de qualité, sécurité et confiance pour votre prochain véhicule d'occasion. Filtrez votre recherche par concessionnaire ou par État et repérez l'icône certifiée sur les tuiles de véhicules. Choisissez ensuite un véhicule certifié qui répond à votre budget et vous serez certain de faire une bonne affaire. Mathieu, Salon du véhicule électrique de Montréal, qu'est-ce que tu as hâte de voir? Beaucoup de choses. J'ai hâte de voir aussi, des conversions, véhicules à essence en véhicules électriques. Je sais qu'il y en a ici. Puis il y a des incontournables, F-150 Lightning, le gros Hummer, puis les nouveaux véhicules électriques. Mais avant que tu ailles voir Gabriel au kiosque du Guide de l'auto, c'est ça qu'on parte chacun de notre côté, 3-4 découvertes, puis on se présente ça. On y va?
Au Salon du véhicule électrique de Montréal, il y a beaucoup de véhicules qui sont en très forte demande, comme l'Ioniq 5 qui est ici, pour laquelle vous allez patienter pratiquement 18 mois avant de mettre la main sur le véhicule. C'est la même chose pour la Kia EV6, pour le Ford Mustang Mach-E. Volkswagen ID4, le véhicule n'est même pas présent ici au salon. On parle de plus de 2 ans d'attente. Même chose pour le Nissan Ariya. Et au moment où on se parle, Toyota BZ4X et Subaru Solterra, ça débarque chez les concessionnaires en ce moment et il y a déjà 1 an d'attente, même plus que ça. Lorsque vous avez un véhicule électrique, bien sûr, vous voulez autant que possible vous recharger à la maison, mais lorsque vous êtes à l'extérieur, un incontournable, le circuit électrique. Ce sont des bornes qui sont installées partout au Québec. On peut se vanter d'avoir le meilleur ratio de bornes de recharge par véhicule électrique immatriculé. Et ça nous place bien sûr premier devant toutes les provinces canadiennes et aussi premier en avant de la Californie. Donc, pas peu fier. Au moment où je vous parle, il y a énormément de gens qui entrent dans le salon. Ça s'annonce une journée record, croyez-moi. Et là, je suis présentement dans le kiosque de Ford où on est en train de former les gens qui y travaillent parce que les questions se multiplient concernant le Ford F-150 Lightning, qui est évidemment une des attractions du salon ici, un véhicule qui est très attendu. Un autre véhicule, par contre, chez Ford, qui est particulièrement intéressant selon moi, c'est le Ford e-Transit, un fourgon commercial dont le prix débute un peu au-dessus des 60 000 203 km d'autonomie, mais ça en fait un fourgon de livraison urbain pour moi très intéressant et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir économiser énormément de coûts de carburant auprès des entreprises. Mais croyez-moi, ça aussi, la liste d'attente s'allonge énormément. General Motors était absent du Salon du véhicule électrique de Montréal l'an dernier puisque le rappel concernant la Chevrolet Bolt avait eu lieu seulement quelques semaines avant que le salon n'ait lieu. On avait donc choisi de bouder l'événement et on revient en force cette année. Vous allez voir des Bolt EUV un peu partout dans le salon. Mais GM a aussi amené plusieurs attractions qu'on devait voir, ironiquement, l'année passée. Le Hummer qui est derrière moi, qui fait énormément jaser, qui est tout sauf discret. On a également apporté la Cadillac Lyriq, voiture qui sera disponible d'ici la fin de l'année sur le marché canadien et qui est très attendue. Alors, GM revient en force. C'est un des kiosques ici au salon qui, pour moi, est le plus intéressant et le plus innovateur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une tendance que je vois se développer. On convertit des voitures à essence en voitures électriques. Et ici, salut Eric, c'est un Jeep Wrangler YJ. Quelle année? 1987. 87, OK. D'où est partie l'idée, l'histoire derrière ce véhicule-là? Pourquoi le convertir électrique? Ça part de loin, là, mais en fait, nous, on fait une série web en ce moment. Et lors d'une entrevue qu'on faisait dans une cour à scrap, on a découvert ce véhicule-là dans la cour à scrap. Et on l'a acheté, puis on s'est dit pourquoi on ne la fait pas restaurer. Elle a 35 ans d'âge et la rendre plus propre et la rendre électrique. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toutes les parties de ce véhicule-là, c'est des parties recyclées. Que ça soit pour l'esthétique des bancs d'origine, mais aussi les batteries. C'est des batteries Tesla d'une Model S qui est accidentée, mais dont les batteries sont en parfaite condition. La transmission, c'est une transmission d'une Lexus hybride. Alors, le moteur est dans la transmission. Est-ce que ça donne quelque chose de trop puissant pour le véhicule? Ben oui, en fait, mais c'est avec le logiciel qu'on permet de le ramener à une vitesse normale parce que 500 chevaux, c'est trop pour une Jeep. Là, de manière logicielle, vous pouvez limiter les performances. Ben, en fait, tous les véhicules sont comme ça. Ouais. Souvent, les véhicules électriques sont plus performants que ce qu'ils ont, mais il faut les limiter. Parce qu'on userait beaucoup trop prématurément les batteries. Exactement, exactement. L'an dernier, on présentait ici même le Imperium SEV. Ça provient d'un nouveau constructeur qui importe des véhicules de Chine et on est à homologuer le véhicule pour le marché canadien encore aujourd'hui. On avait recueilli des centaines de dépôts de gens qui sont très intéressés par ce véhicule-là, avec raison. Mais ça, on va le tester pour vous puisqu'on aura la chance de le conduire pendant une semaine. Antoine? Oui? T'es où? Je suis assis dans Mustang. Non, moi, je suis assis dans Mustang électrique. Toi, t'es où? Non, t'es pas assis dans Mustang électrique. Je suis dedans, là, je te vois pas. Non, je comprends. Ben là, on s'est perdu, mon vieux, parce que moi, je suis dans la Mustang 64 électrique, puis je te vois pas, là. Comment 64? T'es où, toi? Je suis dans la Mustang jaune, là, la Mach-E, là. Ah, la Mach-E! Oh, oublie ça. Ouais? Je suis pas partout à la bonne place. Excuse-moi, j'arrive.
Ici au salon, c'est aussi l'occasion de découvrir ce qui se trouve sous les véhicules électriques. Je suis dans le kiosque de l'atelier branché où on a démonté complètement une Chevrolet Bolt. On a évidemment le moteur et ici, on a la batterie de la voiture qui est quand même assez imposante. C'est assez impressionnant de voir tout ça. Et pourquoi on l'expose comme ça? C'est aussi pour sensibiliser les gens au fait que de travailler sur un véhicule électrique, ça demande des précautions. De la formation, mais aussi des précautions. Et ça vient avec des outils, Mathieu. Et de nouveaux équipements, parce que oui, les mécaniciens ont de nouvelles connaissances à apprendre, mais doivent aussi s'équiper de manière sécuritaire pour faire face à un nouveau danger, l'électricité. Alors, des gants qui ne conduisent pas l'électricité, même chose pour des outils. Hein, tu vois, il y a une espèce de revêtement plastron. Et ma visière, qui a l'air ordinaire, c'est une visière verte pour éviter d'être aveuglé par des potentiels arcs électriques. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est plus gros, puis en même temps plus petit que je pensais. C'est impressionnant, ça. C'est très impressionnant comme grosseur de batterie, surtout si tu la compares à la batterie de la Prius de 2e génération qui est derrière moi. Disons que ça a évolué un peu. Ça permet d'avoir un beau pencher plat. Oui, exactement. Pas que je veux prêcher pour ma paroisse, mais l'attraction du salon du véhicule électrique, en ce qui me concerne, c'est le Hummer. Et regardez ce que sa couverture du guide de l'auto. N'est-ce pas un hasard magnifique? En ce qui te concerne, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? L'engouement qui ne se dément pas, là, même pas 1 heure après l'ouverture des portes, puis c'était déjà plein. J'ai été étonné de voir la curiosité puis l'engouement des gens pour les véhicules électriques. C'est clair qu'il y a énormément de nouveautés qui sont très intéressantes, mais ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir l'intérêt des gens et les questions auxquelles on doit répondre. C'est clair qu'il y a un intérêt qui est marqué pour la transition vers la mobilité électrique. Et puis moi, je trouve ça vraiment encourageant. Je trouve ça super chouette de voir des familles ici avec des enfants qui s'intéressent à la chose. Je pense qu'on est bien parti pour une belle transition. Savez-vous comment déterminer l'autonomie de la batterie d'un véhicule hybride branchable ou électrique? C'est facile. La capacité de la batterie est exprimée en kilowatts. 1 kW d'énergie vous fera parcourir de 4 à 7 km. Faites vos calculs. Plusieurs véhicules sont aujourd'hui conçus avec des panneaux de carrosserie d'aluminium, voire même des structures d'aluminium. Eh bien, sachez qu'il est important d'effectuer annuellement un traitement anti-rouille, même sur ce genre de véhicule, puisque l'aluminium oxyde alors que l'acier rouille. On répond aujourd'hui à la question de Martin, qui possède actuellement une Lexus RC 350 2019 en fin de location, doit prochainement remplacer sa voiture et hésite entre passer à l'évolution, donc l'IS 350 à 4 portes de nouvelle génération, ou encore son coup de cœur, la BMW M240i xDrive 2022 de nouvelle génération également. Est-ce qu'on y va avec le côté rationnel ou passionnel? C'est peut-être un peu la question qu'on se pose. Et je comprends le questionnement parce que les deux véhicules se vendent essentiellement au même prix, autour de 58 000 à 59 000 avant option. Alors, si vous optez évidemment pour la Lexus IS 350, vous aurez droit à un nouveau look, à un habitacle qui a été modernisé, à des sièges qui sont encore très confortables, mais à cette même mécanique, un V6 de 311 chevaux, d'une grande fiabilité, à une conduite qui est quand même assez intéressante, mais qui n'est certainement pas aussi incisive que celle de la BMW. Maintenant, si vous passez à la BMW M240i xDrive, je vous recommande la location, ce que vous faites déjà de toute façon. Et je comprends votre hésitation parce que, évidemment, on s'inquiète sur la fiabilité, sur les coûts d'entretien de ce genre de véhicule-là qui pourraient être plus élevés que chez Lexus, certes, mais si vous louez, vous serez au même niveau. Et sachez que la série 2 de BMW, c'est parmi les produits les plus fiables du constructeur. Alors, c'est pas quelque chose qui m'inquiéterait particulièrement. Maintenant, sachez ceci. La M240i xDrive est une voiture fantastique à conduire.
le plaisir de conduire, le niveau de performance, le 6 cylindres de 382 chevaux que vous allez retrouver dans cette voiture-là, c'est exceptionnel. Vous allez faire corps avec la voiture, vous allez avoir une position de conduite optimale et en plus, vous allez avoir une voiture plus intéressante à conduire durant l'hiver parce que le système xDrive est réellement plus performant que celui de Lexus. Également, vous allez consommer 1,5 litres au 100 de moins qu'avec la Lexus pour une voiture qui boucle le 0-100 km/h 1,5 secondes plus rapidement. Un coup de cœur pour moi également, et donc une voiture que je vous recommande chaudement, surtout versus la Lexus, qui est une timide évolution de la voiture que vous possédez déjà. Cette émission vous a été présentée en collaboration avec autogo.ca. La semaine prochaine à l'émission, Gabriel et Mathieu partent à la découverte de la Mercedes-Benz EQS. On compare pour vous les Subaru Outback et Forester en version Wilderness et on effectue un Montréal-Québec au volant d'un véhicule de pré-production, l'Imperium SEV.